Bonjour à tous et bienvenue sur Sciences Nat. Je suis Alex, je suis professeur des SVT au collège et au lycée et notamment professeur en terminale spécialité et correcteur du bac depuis très longtemps. Aujourd'hui, on se voit ensemble dans cette vidéo pour corriger le bac qui a eu lieu dans les Émirats Arabes Unis en 2023, jour 1. Alors, sur cette épreuve, les élèves ont eu l'occasion de composer sur des sujets assez classiques. Le premier exercice, la synthèse, était un sujet de génétique très classique, quoique un petit peu casse-gueule si on lisait trop vite la consigne. Et de son côté, l'analyse de documents demandait de réaliser beaucoup de mises en lien entre les informations et aussi d'utiliser beaucoup d'informations que vous avez vues en enseignement scientifique. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas ici de la correction officielle du bac, mais juste d'une proposition personnelle. Allez, maintenant que tout est dit, on peut démarrer avec le premier exercice. La synthèse avait pour titre un nombre de chromosomes anormal. Alors ici, petite originalité du sujet, on ne commence pas par quelques lignes de mise en situation, mais boum, tout de suite, la question, la consigne. Dans le sujet, il va falloir expliquer comment une anomalie qui survient pendant la méiose conduit à un nombre anormal de chromosomes dans toutes les cellules de l'embryon. Les petites lignes nous précisent. Vous rédigerez un texte argumenté, vous appuierez votre exposé et argumenterez votre propos à partir éventuellement du document proposé, d'expériences, d'observations ou d'exemples judicieusement choisis. Le fameux document correspond à un karyotype d'un enfant à naître et on repère très rapidement une trisomie au niveau du chromosome 18. Alors pour bien démarrer cette synthèse, j'ai eu plusieurs idées. Soit on commence en disant un truc du style tous les ans, des enfants naissent avec des anomalies du nombre de chromosomes. On peut citer certaines de ces anomalies comme le syndrome de Down, le cri du chat, Klinefelter ou X0. Deuxième idée d'introduction, on peut rappeler qu'au cours de la reproduction sexuée, il y a des brassages génétiques qui participent à la diversification du vivant et que au cours de ces différentes étapes, il peut arriver des anomalies. Ou encore une dernière idée beaucoup plus classique, on peut reprendre très rapidement la reproduction sexuée, la méiose, la fécondation et dire que lors de ces processus, une anomalie peut arriver. Bref, vous choisissez la phrase d'accroche et l'introduction que vous voulez, mais ensuite on pose le problème et on annonce le plan. Ici, je vous propose un plan en 3 parties. Première partie, l'anomalie lors de la formation des gamètes. Deuxième partie, l'anomalie lors de la formation de la cellule œuf. Et là, attention, petit piège, si vous vous arrêtez là, vous n'allez pas traiter l'intégralité du sujet. Il va vous falloir une troisième partie, l'anomalie lors de la formation de l'embryon. Alors vous voyez ici que tous mes titres se ressemblent. C'est pas une obligation, mais moi j'avoue que j'aime bien faire ça, ça apporte un petit peu de cohérence et de structure à notre rédaction. Donc on y va, première partie, anomalie lors de la méiose. L'idée ici, c'est de développer bien sûr le fait que lors de la méiose, il peut y avoir des anomalies de migration des chromosomes qu'on appelle aussi des disjonctions. On va développer les anomalies dans l'ordre chronologique. Tout d'abord, lors de la méiose 1, il y a une mauvaise migration des chromosomes homologues entre eux. Et lors de la méiose 2, ce sont les chromatides sœurs qui ont du mal à se séparer. Et on termine cette première partie avec un petit bilan intermédiaire en rappelant qu'à la fin de la méiose et après une étape de maturation, on obtient des gamètes dont certaines contiennent une anomalie de chromosome. Certaines vont contenir un chromosome en plus qu'on va appeler un chromosome surnuméraire, d'autres vont avoir un chromosome en moins. Mais attention, à ce stade, on ne peut pas parler ni de trisomie ni de monosomie. Pour ça, il va falloir attendre la fécondation. Les idées de schéma dans cette première partie sont hyper classiques. On va refaire la méiose, mais attention, vous n'êtes pas obligé de reprendre toutes les étapes de la méiose, mais seulement celles qui vont nous intéresser. Un schéma de l'anaphase 1 et un schéma de l'anaphase 2 qui montrent bien cette anomalie de disjonction. On passe maintenant à la deuxième partie, anomalie lors de la fécondation. Ici, l'idée clé, c'est de rappeler que la fécondation, c'est l'union de deux génomes. Les deux noyaux haploïdes s'unissent pour former le zygote diploïde. Lors de cette fécondation, il peut avoir union entre un gamète normal et un gamète qui présente une anomalie du nombre de chromosomes. S'il y a un chromosome en plus, on se retrouvera cette fois-ci avec 2 plus 1, une trisomie. C'est l'exemple qui est présenté dans notre document avec la trisomie 18. On peut en profiter pour citer un autre exemple, la trisomie 21 à l'origine du syndrome de Down.
Et dans le cas d'une fécondation qui fait intervenir un gamète à qui manque un chromosome, on obtiendra une monosomie, comme par exemple la monosomie X0. Encore une fois, les idées de schéma ici sont assez évidentes. On va refaire une fécondation avec le cas aboutissant à une trisomie et à une monosomie. Et enfin, troisième partie, l'anomalie lors de la formation de l'embryon. Ici, trois idées à rappeler. Tout d'abord, le fait que toutes les cellules d'un embryon proviennent de la cellule œuf, que ces clones, ces cellules sont toutes génétiquement identiques. Et enfin, très important, que l'anomalie du nombre de chromosomes de la cellule œuf va être transmise à toutes ces cellules descendantes par une succession de mitoses. La conclusion, elle est ici très simple, on reprend les grandes idées pour répondre au problème. D'ailleurs, si vous avez un petit peu de mal avec cette étape, je vous conseille de commencer votre conclusion par en résumé, ta 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 ta. Vous allez voir, ça va passer tout seul. Sans oublier de terminer par une ouverture, je vous propose ici trois idées différentes. On peut rappeler que tous les cas de trisomie existent, mais que seulement quelques-uns mènent à un embryon et un fœtus qui est viable, qui permettent une naissance. On peut aussi rappeler que toutes ces anomalies chromosomiques s'accompagnent de symptômes très spécifiques, très particuliers, qui souvent d'ailleurs aident à poser un premier diagnostic. Ou alors plus simplement, en rappelant qu'il existe une autre anomalie se déroulant lors de la méiose, c'est le crossing over inégal. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'était ici un sujet assez classique, mais il fallait faire attention à cette dernière partie. D'ailleurs, on me pose souvent la question des titres. Est-ce que lors de la rédaction de la synthèse, il faut mettre des titres à chacune des parties ? Alors, il n'y a rien de spécifique dans les barèmes ni dans les consignes de correction. Le conseil que je peux vous donner, c'est de donner un titre à vos différentes parties puisque ça va structurer votre rédaction, ça va structurer votre propos. Allez, on passe maintenant à l'exercice 2, sujet qui a pour titre les coccolithophoridés, amplification des variations climatiques. Le sujet est le suivant. Des scientifiques suggèrent que les coccolithophoridés auraient au cours du Quaternaire amplifié les variations climatiques liées aux paramètres astronomiques. La question ? Expliquer comment les coccolithophoridés ont pu contribuer à l'amplification des variations du climat au cours du Quaternaire. Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix, intégrant des données issues des documents et des connaissances complémentaires nécessaires. En introduction, comme d'habitude, on représente la situation et ici, pour éviter de paraphraser le sujet, on peut pourquoi pas reprendre les paramètres orbitaux et pourquoi pas rappeler les trois paramètres à l'origine des cycles de Milankovitch. On pose le problème, mais on n'annonce pas de plan. On va maintenant voir ensemble toutes les informations qui étaient à trouver dans les documents. Alors, le document 1, que ce soit le 1A ou le 1B, ce sont des documents qui sont finalement assez informatifs, qui vont nous permettre de nous mettre dans le contexte de l'analyse. Ce sont principalement des informations brutes qui vont nous être utiles pour la suite. Dans le document 1A, on notera tout d'abord que les coccolithophoridés sont des algues unicellulaires photosynthétiques, qu'au cours de leur développement, ils produisent des plaques de carbonate de calcium qui vont s'associer pour former la cocosphère. Vous avez peut-être entendu parler en classe du test carbonaté. Dans le document 1B, on nous dit que ces fossiles, ces coccolithophoridés, datent du début du Mésozoïque, c'est-à-dire l'ère secondaire, c'est-à-dire une période assez ancienne qui pourrait potentiellement nous permettre de dater assez loin dans le temps. Et enfin, que ceci se développe en abondance sur de grandes zones océaniques. Ça sent le fossile stratigraphique. Dans le document 2A, on va étudier l'effet de la température sur la production des DMSP chez Emiliana Huxley, un coccolithophoridé hyper classique. On notera ici que ce sont les coccolithophoridés qui sont les principaux producteurs de ces DMSP dans l'océan. Que ces derniers sont à l'origine d'aérosols atmosphériques qui vont avoir tendance à condenser l'eau et à former les gouttes présentes dans les nuages. Grâce au graphique, on comprend que cette production est importante dans les milieux où la température est basse, moins de 10 degrés, et que l'augmentation de la température s'accompagne d'une baisse de la quantité de la production de ces DMSP. On peut alors supposer que ces coccolithophoridés, ces Emiliana Huxley, se développent bien mieux dans les eaux froides. En même temps, on pouvait s'en douter puisque dans le premier document, on a une carte qui nous présente la Scandinavie. Grâce au document 2B, on comprend que si la teneur atmosphérique en aérosol augmente, le rayon moyen des gouttes d'eau des nuages au-dessus de l'océan, lui, va baisser.
et dans le document 2C, on a une seule idée brute à récupérer, c'est l'idée que l'albédo des nuages est d'autant plus élevé que le rayon des gouttes est petit. Ok, à ce moment-là de l'analyse, il faut faire une première conclusion intermédiaire pour bien comprendre cette boucle de rétroaction. Tout d'abord, on a un refroidissement qui est initié par la variation des paramètres astronomiques. Il fait plus froid et donc nos coccolithophoridés vont se développer davantage. Ils vont donc produire beaucoup plus de ces DMSP. Il y aura donc beaucoup plus d'aérosols dans l'atmosphère qui va former des petites gouttes dans les nuages. Qui dit petites gouttes dit albédo élevé. Et dans ce cas, les nuages vont être très blancs et vont renvoyer beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie vers l'espace. Ce qui sous-entend très peu d'énergie absorbée par l'atmosphère et donc il va faire froid. Ici, le froid entraîne le froid. Il y a un premier phénomène d'amplification. Une fois que c'est dit, on va passer au document 3, dans lequel on va parler du métabolisme des coccolithophoridés et son impact sur le flux de carbone. La première partie du document nous présente le fonctionnement de la pompe à CO2. Ici c'est facile, il y a la photosynthèse des coccolithophoridés qui est suivie de leur sédimentation après leur mort, ce qui va venir piéger le CO2 atmosphérique dans les fonds océaniques. Sans oublier la contre-pompe, en effet, la cristallisation des plaques de carbonate de calcium en coccolithe, lien avec le document 1A, libère du CO2 qui va se retrouver dans l'atmosphère. Et enfin, le dernier document, le document 4, va nous permettre de faire le lien entre cette pompe contre pompe et le climat du passé. Le graphique nous montre que l'efficacité de la pompe à CO2 a augmenté pendant les périodes glaciaires et a diminué pendant les périodes interglaciaires, et cela au cours des 300 derniers milliers d'années. Encore une fois, on prend un moment pour faire le point avec une seconde conclusion intermédiaire. Ici, on va rappeler que les périodes glaciaires vont augmenter l'efficacité de la pompe à CO2 et donc son piégeage dans les sédiments marins. Ce qui signifie que lors de cette période, il y a eu moins de CO2 dans l'atmosphère et qui dit moins de CO2 atmosphérique dit moins d'effet de serre, dit donc refroidissement. On a encore une fois ici une boucle de rétroaction lors de laquelle le froid entraîne le froid. Les connaissances à mobiliser. Alors, autant dans certains sujets, c'est pas facile, faut un peu se creuser la tête. Ici, on a un très grand choix. On peut commencer par le fait que la Scandinavie actuelle présente un climat froid. On va avoir besoin aussi de la définition de l'albédo, évidemment. On peut rappeler les définitions de période glaciaire, période interglaciaire. On va aussi avoir besoin du principe d'actualisme. Et aussi le fait que la photosynthèse et la production de matière organique sont des phénomènes qui vont piéger du CO2 atmosphérique. Sans oublier les notions qu'on a vues en spécialité mais pas mal approfondies en terminale enseignement scientifique, notamment la notion de boucle de rétroaction ou alors le fait que le CO2 est un gaz à l'origine de l'effet de serre. La conclusion, elle est ici évidente et très facile. On reprend rapidement les deux boucles de rétroaction pour pouvoir répondre au problème. Et voilà, on a terminé ensemble la correction du sujet 2023 proposé aux élèves des Émirats Arabes Unis du jour 1. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les exigences attendues pour la rédaction de ce sujet et qu'elle vous aura permis de bien comprendre ou de vous entraîner à la méthode de l'examen. Si vous voulez soutenir la chaîne Sciences Nat, vous savez comment faire, il suffit de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite bon courage et surtout, bonne révision.